L'expérience, ce n'est pas ce qu'on vous a raconté, c'est ce que vous avez vécu. Ou encore, ce n'est qu'après le mariage que l'on découvre la vraie face de l'amour. Deux grandes vérités qui tendent à insinuer que quelles que soient les dispositions prises en amont, le mariage demeure un mystère. Justement, nous avons décidé de discuter aujourd'hui autour du thème ainsi libellé, les exigences de la vie de couple. Madame, Monsieur, bonsoir. Nous sommes ravis de vous retrouver pour ce nouveau numéro du Grand Soir. Encore une fois, je suis en compagnie de Thierry. Thierry, bonsoir. Bonsoir, auquel. Et de pasteur Echel à ma gauche, pasteur qui commence à s'habituer à ce plateau. Bien sûr. Oui, bien sûr. Et je suis tellement heureux d'être encore en ce soir avec vous. Plaisir partagé. Alors, tous les deux, vous êtes en forme, vous avez passé un bon week-end, on est bon pour 52 minutes intenses. Oui, c'était un grand soir, donc, ouais. Ok. Alors, on va faire un petit tour, comme d'habitude d'ailleurs, du côté de la régie. Cette fois-ci, on va écouter. C'est une nouveauté, c'est quelque chose de très fort, de très bon. Ça vient du fin fond de la Côte d'Ivoire, sonorité musicale atypique à ce pays. C'est du zouglou, mais à la soupe gospel. Le groupe est baptisé MBN, messager de la bonne nouvelle. Ils nous chantent 100% Jésus. Ils nous disent exactement, si tu as Jésus, tu es Iré. Si tu ne l'as pas, tu es Gaou. Ce sont des expressions qui sont tirées d'un langage courant, un langage populaire en Côte d'Ivoire également. On voit tout ça en vidéo et puis on revient tout de suite. Jésus, Gaou. Voilà ça. La Bible dit, vous connaissez la vérité. Et cette vérité-là vous affranchira. Si Jésus vous affranchit, vous serez réellement libre. Oh, oh, oh. Wow. Si tu as Jésus, c'est toi qui es Yéré. Ah, oh, oh, oh. Si tu as Jésus, c'est toi qui es Yéré. Ah, oh, oh. Si tu as Jésus, c'est toi qui es Yéré. Merci à nos amis de la régie chapeautés aujourd'hui et conduits des mains des maîtres par notre ami Tano. Tano, merci, et à tous les caméramans également qui sont là jusqu'au bout de cette émission qui démarre officiellement maintenant. Nous parlons ce soir, je le rappelle, des exigences de la vie de couple. Première question pour mes amis. Je commence par toi, pasteur Echel. Alors, ce thème, pour toi, c'est quelque chose de fort, quelque chose d'évocateur? Oui, c'est un thème évocateur parce que tout un chacun a mené un jour à se marier. Et donc, quand on parle de mariage, il faut dire qu'il y a tellement de réalités dans le mariage. Et c'est pourquoi ce thème-là est bienvenu, afin que nous puissions partager avec tout un chacun et que chacun puisse se préparer avant effectivement de rencontrer son épouse, encore rencontrer son époux et rentrer effectivement dans le mariage. Exact. Thierry, tu partages l'idée du pasteur Echel? Vous parlez des exigences de la vie de couple, je pense que c'est tout ce qui va entrer dans ce qui va être vécu de façon réelle. Juste avant, je demandais juste si tu conviens avec moi que ce thème-là, il est pertinent. Non, c'est un bon thème. Il est bon d'en parler. Il est bon d'en parler pour que tout le monde puisse savoir ce à quoi s'attendre une fois qu'on prend la décision de vivre la vie de couple. Ok. Messieurs, pour vous tous les deux, quel est le contour, et quelles sont les conditions qui précèdent l'acte officiel de mariage? Un petit rappel, un bref résumé de tout ce qui entoure au niveau des préparatifs, du choix du conjoint et tout cela. Qu'est-ce que vous nous dites? Qu'est-ce que tu nous dis, pasteur Echel? Alors, Requel, il faut qu'on souligne ceci. Quand un mariage est réussi, quand on a fait le bon choix, alors on a 80% de chances de pouvoir vivre vraiment heureux dans le foyer. Voilà pourquoi c'est vraiment important, quand vous voulez choisir quelqu'un, marcher avec quelqu'un, de pouvoir bien vous asseoir, prendre la peine de pouvoir aller au devant de Dieu, comprendre un peu ce que vous voulez comme personne, avec qui vous voulez marcher effectivement. Et puis ces choix-là, il ne faudrait pas qu'on soit là à dire Dieu m'a dit, Dieu ne m'a pas dit, parce que c'est ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. Je ne suis pas en train de... Voilà, je ne dis pas que Dieu ne peut pas, ne pas nous parler concernant notre conjoint, notre conjointe. Non, c'est pas ce que je suis en train de dire. Mais il y a des choses véritablement bonnes. La Bible dit, quand Adam a vu Ève, la première des choses, Adam l'a aimé. Donc il y a certaines conditions. Le vrai amour, celle avec qui vous voulez marcher, il faut que vous puissiez vous rendre compte que c'est quelqu'un que vous allez aimer. Et la deuxième chose que je voudrais évoquer ici, c'est dans la présence de Dieu que Adam a rencontré Ève. La Bible dit qu'en Éden, Éden était la présence de Dieu. Et donc, quand vous voulez marcher avec quelqu'un, assurez-vous que la personne est véritablement dans les conditions spirituelles. Quelqu'un avec qui... Quelles sont les, pour être pratique, quelles sont les conditions
qui peuvent influencer un choix. Quels critères on peut choisir X ou Y comme ça? Voilà, il faut qu'on ne se lance pas d'un coup de tête comme ça dans une relation. Je dis, j'ai rencontré une jeune sœur, elle dit elle est chrétienne, c'est vrai. Et puis rapidement, il y a vu des gens qui en 2 mois, 3 mois les ont encouragés. Non, ça va aller. De toute façon, on la voit zélée, les choses iront. Non, prenez la peine de pouvoir vous connaître, savoir un peu de quelle église la personne est. Si vous êtes de la même église, prenez un peu la peine de pouvoir savoir un peu sa vie spirituelle. S'il faudrait que les pasteurs puissent l'aider avant que vous ne puissiez partir dans votre foyer, ça serait bon. Parce qu'aujourd'hui, les gens s'appuient sur cette parole de Paul qui dit que si vous brûlez, alors mariez-vous. Alors, comme on brûle, on a envie de se marier, on ne prend pas la peine de pouvoir savoir est-ce que c'est la bonne personne et qu'est-ce qui va se passer. Si on ne choisit pas la bonne personne dans le foyer, on commence à brûler tout dans le foyer. Je suis d'accord avec toi, Echelle, Thierry, avant d'arriver à l'aspect spirituel. Est-ce que physiquement, il ne faut pas prendre la peine d'apprécier? Est-ce qu'il n'y a pas de critères physiques? On veut peut-être une jeune dame fine, où le choix c'est beaucoup plus porté sur quelqu'un de, on va dire, Aoulaba, femme africaine, comme on le dit. Pourtant, ça sera comment? Qu'est-ce qu'il faut regarder en premier, avant même d'arriver à l'aspect spirituel? Oui, bien sûr, avant d'en arriver à l'aspect spirituel, il faut qu'il a souligné un peu dans son intervention, c'est intéressant de choisir quelqu'un qu'on aime physiquement d'abord. Physiquement. D'accord. Maintenant, chacun a ses critères physiques, hein, chacun a son canon de beauté, donc chacun se détermina. Oui, moi, celle que je veux comme épouse, il faut qu'elle ait... faut qu'elle ressemble à ceci. Il faut qu'elle ait peut-être des rondeurs. Une fois qu'on a fait ce choix-là, il faut sonder, comme on dit, il faut sonder la matière. Il faut voir ce qu'il y a à l'intérieur. Et c'est là que son intervention est juste. Il faut donc essayer de regarder quelle âme se trouve dans le corps qu'on a choisi. Bien sûr. Il faut au besoin demander l'aide des hommes de Dieu et tout ça, pour être certain qu'on n'a pas, on n'est pas en train de cheminer avec quelqu'un qui a peut-être, je dis n'importe quoi, un esprit de sorcellerie. Hein. Voilà. Maintenant, concernant ce qu'il a dit, c'est tellement bon, c'est tellement vrai, mais il ne faudrait pas qu'on soit trop exigeant. Parce qu'il y a des gens qui, quand vous voyez le critère d'homme que la dame veut, ce critère-là, si ce n'est pas un ange, personne ne respectera cela. Le monsieur aussi peut vouloir Moi, par exemple, je prends mon exemple, je m'étais dit, écoute, moi, si je dois me marier, c'est une américaine, une blanche, mais le Seigneur m'a fait comprendre que... Et tu étais où quand tu as fait ce choix? Oui, à Abidjan. J'étais à Abidjan, j'étais encore à l'université, je servais Dieu, mais j'étais encore à l'université. Et moi, c'est ce que je me suis dit. Et un jour, je priais, et puis le Seigneur me dit, au lieu de marier la peau et la couleur blanche, il faut marier plutôt le cœur, quelqu'un qui a un cœur blanc. Et c'est comme ça que le Seigneur véritablement m'a désarmé. Il m'a réorienté et il m'a simplement fait comprendre que ce que tu as à marier n'est pas la peau, la couleur de la peau, mais le cœur. Voilà, c'est le cœur. Et voilà un peu comment le Seigneur... Je voudrais souligner quelque chose qui est un volet important. Echelle a parlé tout à l'heure de pouvoir connaître celle qu'on veut épouser, celle avec qui on veut vivre. Mais je voudrais dire que ce n'est pas évident de pouvoir cerner cette personne de façon entière. Même pas, bien sûr. Il y a des pans de la personne qu'on découvrira après le mariage. Et nous sommes là pour justement toucher à ces différents aspects. Deuxième question, une fois qu'on a déterminer un certain nombre de critères, qu'on a trouvé la personne qui correspond à nos critères, donc à nos standards physiques, spirituels et tout ça, quelle attitude, quelle bonne pratique il faut adopter, je dis, dans la période de cheminement, de fiançailles, tout ce qui est prénuptial, et comment on se comporte pour ne pas justement mettre la charrue avant les bœufs. Déjà, il y a des choses à faire et il y a des choses à ne pas faire. Commençons par les choses à ne pas faire. Les choses à ne pas faire, par exemple, il y a le volet sexe. La Bible nous interdit, nous sommes chrétiens, de connaître sexuellement celle qu'on veut épouser avant la célébration du mariage. Il faut bien le souligner, à aucun moment on doit s'aventurer sexuellement, même pas dans les flirts, même pas dans les petits bisous, c'est strictement interdit. Tout ce qui on parle d'un point de vue chrétien. Voilà. Et la norme ici, en tout cas à Miracle TV+, notre mission, c'est d'apporter la lumière, c'est de transformer les cœurs. Alors, je veux que tu soulignes ça avec un stylo rouge, il faut le dire en caractère majuscule pour que ce soit bien compris. D'accord, donc je reviens là-dessus. Donc je dois dire à toi qui nous suit, qui suit l'émission Grand Soir, dans les préparatifs du mariage, sinon quand on a fait le choix, et peut-être même qu'on allait jusqu'aux fiançailles,
le chrétien n'a pas le droit de sexualiser. C'est clair. Non seulement sexualiser physiquement, peut-être parler de l'acte sexuel, mais tout ce qui tourne autour du sexe. Dans l'acte sexualisation, il y a les préliminaires. Même les préliminaires ne doivent pas se faire. À plus forte raison, le volet sexe en tant que tel. Donc c'est interdit pour nous jusqu'au mariage, jusqu'à ce que le mariage soit scellé. D'accord, ça c'est l'une des choses à ne pas faire. C'est peut-être l'une des plus importantes à ne pas faire. Voilà pourquoi dans votre marche, quand vous avez commencé, si bien sûr vous avez choisi la personne que vous voulez être avec la personne, c'est important de savoir votre degré vous-même de spiritualité, de maturité. Parce que je peux dire que voilà, je me retrouverai seul avec elle, voilà, je vais pouvoir me contrôler, je pourrai me maîtriser. Vous ne savez pas jusqu'à où la chose peut aller. Donc quand vous regardez et que vous savez que votre niveau de maturité ne vous permet pas d'être avec elle seule. Si c'est dans un restaurant, pourquoi pas, vous partez, vous mangez un peu pour pouvoir sympathiser, bien vous connaître, échanger, partager, il n'y a pas de souci. Mais si vous devez vous retrouver dans une maison seule et que toi-même tu sais que là, tu seras faible, alors évite d'être à deux avec la jeune fille. D'ailleurs, à ce propos, la Bible est très claire, fuyez le péché. Je crois que ça correspond à ce contexte-là. Quelqu'un disait, un grand homme de Dieu en Côte d'Ivoire disait, pour rigoler, on ne jeûne pas devant du gras. C'est ça. C'est sa façon à lui de résumer ça. Voilà, il faut se tenir loin du plat, loin même de la maison. Il faut aller se mettre à l'abri de tout ce qui peut être comme des tentations. Et puis voilà, une fois qu'on a fait ce tour, alors tu as commencé par des choses à ne pas faire. Qu'est-ce qu'il faut faire alors? Déjà, il y a... On est d'accord sur, bien sûr. Sur le sexe et tout ça. Bien sûr. Il a parlé de se connaître. Il a parlé de sortir de temps en temps, aller manger. Ça permet de discuter, d'échanger, de voir ce que l'autre a en tête, voilà. de la façon, la vision que l'autre a de la vie en couple, de la vie en général, et puis de tout ce qu'on peut rencontrer dans la société. Déjà, avec ces échanges-là, on apprend à connaître un peu l'autre. Parce que, comme je l'ai dit, ça reste un mystère, on ne peut pas connaître entièrement l'autre. Même après la célébration, on continuera de découvrir l'autre. C'est clair. Et à cette étape-là, Pasteur Echelle, est-ce qu'on pourrait parler, par exemple, demander à sa future épouse, est-ce qu'elle pense des enfants? Est-ce qu'elle voulait avoir combien d'enfants elle souhaite avoir, par exemple? Où est-ce qu'elle veut vivre, le petit qu'elle veut exercer? Ça permet peut-être de sonder. Oui, bien sûr, ça permet de jauger un peu, de savoir un peu à quelle genre de personnes. Avec voilà, les beaux-parents, voilà. Le service à l'église et tout ça. Ce sont des choses qui sont importantes parce que cette première étape-là nous permet de pouvoir rencontrer cette dame à huis clos. C'est vrai que c'est dans un restaurant, bien sûr, et puis d'échanger un peu même sur notre passé. Quel a été ton passé? Avec quel type de femme est-ce que tu as été? Moi, par exemple, j'ai jamais connu de femme jusqu'à ce que j'arrive au mariage parce que c'était mon principe. Mais il y a des gens qui ont connu des passés. Donc, quel a été ton passé? Est-ce que tu as des enfants? Est-ce que voilà, et puis ton futur, qu'est-ce que tu voudrais voilà dans le futur faire, bien sûr, et toutes ces choses là sont véritablement importantes pour pouvoir déjà avoir une même pensée. Ces sujets, bien sûr, il faut évoquer ces sujets sur la base de la franchise. Sur la base de la franchise, il ne faut rien cacher. Il faut être transparent. Voilà. Il faut être véritablement transparent. C'est clair, je crois qu'on vous a compris. On va donc aborder cette fois-ci la réalité du mariage. Une fois qu'on a vécu le cheminement, on a vécu les fiançailles, on a fait ses choix, les critères sont bons, on a fait le bon coach, on a la dame qu'il faut, on a la Miss Monde ou on a Miss Aoulaba qu'on souhaitait. À partir de ce moment-là, on rentre donc, bien sûr, par les célébrations, que ce soit à la mairie et à l'église. Après cela, on rentre dans la chose pratique. On est dans le mariage. Et comme je le disais à l'entame de cette émission dans mon introduction, il n'est pas possible de se taguer, d'avoir eu une quelconque expérience avant d'être marié officiellement. Comme quoi, le premier jour de votre mariage, de votre vie de couple, c'est le premier jour de l'expérience. Vous êtes d'accord? C'est tellement vrai. C'est pourquoi la Bible dit une chose qui est assez réelle. Elle dit que vous êtes deux, bien sûr, avant le mariage, mais vous allez devenir un. Donc, quand elle dit devenir, le mot devenir, c'est un processus. C'est-à-dire que ce n'est pas le même jour où vous rentrez dans le mariage, parce que les tout premiers
jours, c'est tellement beau. Quand tu aimes, tu deviens aveugle, tu ne vois pas certains défauts. Et c'est comme ça l'amour. C'est ce que dans le livre de Corinthiens, c'est ce que la Bible dit. Celui qui aime ne voit plus les défauts, mais avec le temps, des réalités vont commencer à vous rattraper. Il parle beaucoup d'émotions. Oui. C'est comme s'il revivait ses mais c'était... En plus, il a un beau costume. Oui, ça rappelle le contexte. C'était tellement beau. Il ne faudrait pas oublier que c'est vrai que ça peut être beau à un certain moment, mais ça ne sera pas toujours beau, même au début. Justement, on va le laisser poursuivre et puis on revient avec toi. Pourquoi ça ne sera pas toujours beau? Parce que là, il faut qu'on acquiert de nouvelles habitudes. On a toujours été habitué, par exemple, à vivre seul. Il y a un homme de Dieu qui a dit, par exemple, quand on est plus célibataire, les dessous, par exemple, on garde pas le même caleçon pour 112 heures, par exemple. Alors, avant, quand on était célibataire, on pouvait se le permettre. Là, on est obligé de changer d'habitude. Par exemple, la jeune dame, c'est vrai qu'elle peut-être elle a appris à faire la cuisine quand elle était chez ses parents. Mais là, elle doit faire à manger pour créer peut-être le matin qui est encore couché. Elle doit se réveiller très tôt pour faire le ménage, pour faire la cuisine. Pendant ce temps, on se repose, nous. Et quand on se réveille, la table est dressée, tout est là. Donc, il y a de nouvelles habitudes qu'on doit commencer à acquérir là. C'est vrai que c'est tout beau, mais en même temps, c'est de nouvelles choses qu'on doit commencer à prendre. Et c'est pas toujours évident forcément de faire. Et on est déjà dans le série, on est déjà dans le mariage. Justement, j'appelle ça moi la période d'acclimatation. Comment vous avez vécu par expérience, vous avez vécu ça comment? Et il faut dire que, comme j'étais en train de le dire, les débuts sont tellement beaux. Les débuts là, c'est vrai qu'il y a certaines choses auxquelles nous devons faire face. Il y a certaines réalités. On doit s'adapter à de nouvelles circonstances. Mais les débuts sont tellement beaux, tu es admirateur, tu la découvres, tu es amoureux. Donc du coup, il y a certains petits détails que dans les débuts, on ne prête pas attention. Mais c'est avec le temps que le devenir va commencer à se mettre en marche. Quand il dit le devenir... Et ça prend combien de temps à peu près pour ça va dépendre. À voir, comme je disais, le vrai visage, la vraie face du mariage. Ça prend combien de temps? C'est relatif. C'est relatif. Ça va dépendre non seulement de la maturité de l'un et de l'autre, mais ça va dépendre aussi de comment est-ce que vous avez vu effectivement le mariage. Je prends un exemple. Vous avez quand même une expérience pratique, un seul minimum, 2, 3 mois, 6 mois, vous me direz 1 an. C'est combien de temps? Bon, à vrai dire, j'ai pas mesuré dans le temps. À partir de quand, Thierry, à partir de quand tu t'es rendu compte que ta dulcinée, celle qui n'avait que des qualités à tes yeux, a quelques petits défauts? À partir de quand tu t'es rendu compte? Il y a des choses qu'on découvre même dans les fiançailles. D'accord. Même dans les fiançailles, il y a des choses déjà qu'on découvre. Hein, parce que quand tu vas aller loin avec quelqu'un, dès les débuts, il y a certaines choses que tu vas voir. Moi, par exemple, j'ai toujours dit que j'aime pas une femme qui est en serviette, qui est dans un seul pain, toutes ces choses-là. Depuis le début, moi, je le lui ai dit, on n'était pas encore mariés, je lui ai dit, écoute, quand on va rentrer dans le foyer, moi, il y a certaines choses, je ne rentre pas dedans. On vient, on trouve la femme à la maison, elle n'a pas les cheveux peignés, on la trouve, elle est dans un seul pain, on la trouve, elle n'est même pas en sandales, elle marche les pieds nus. Donc toutes ces choses-là, on en parle déjà. Et tu voulais la trouver chaque soir, coquette, tranquille, maquillée, tranquille. Parfumée, la maison bien rangée. Pourquoi? Parce que tu mets les moyens. Bien sûr, c'est ce que j'ai à faire. Parce que vous les hommes, selon la poche, on est exigeant, mais quelquefois on a le problème de coller aux fesses. C'est qu'il a dit depuis le début. Il prépare son esprit à cela. Donc, c'est ce qu'il a mis les moyens. C'est selon aussi la poche. Parce que tu ne peux pas faire au-delà des moyens, mais tu fais selon la poche. Mais quand vous êtes déjà accordé sur certaines choses, ça devient encore plus facile. Et dans le foyer, comme on le plan en train de le dire, on découvre le comportement de la dame, mais elle aussi, elle découvrira aussi votre comportement. Il y a des choses qu'elle aimera, il y a des choses aussi qu'elle n'aimera pas. Et donc, à ce moment-là, ce qu'il y a lieu de faire, c'est de beaucoup communiquer. Parce que quand j'aime pas quelque chose et que je me tais dessus, ça pourrit. Et donc ça devient, avec le temps, un morceau de bois dans la gorge qu'on ne peut plus avaler. Donc dans les débuts comme ça, quand je me rends compte qu'il y a un comportement que je n'aime pas chez mon épouse, alors je le lui dis. On en parle rapidement. Voilà, je le lui dis, mais avec beaucoup de douceur. Pour résumer sur ce point, dites-moi franchement, les téléspectateurs ont besoin de le savoir. Ça vous a pris combien de temps pour découvrir le plus petit défaut? Quelque chose qui vous a vraiment fait dire, mais attention, c'est peut-être pas la bonne personne. 3 mois, 6 mois, combien de temps? Moi, je pense bien au bout de 5 mois. 5 mois. Et toi, Thierry, ça a été combien de temps? Comme je dis,
Franchement, combien de temps? Sérieusement, je ne vais pas dire... Jusqu'à aujourd'hui, tu t'es pas rendu compte que... Non, si, bien sûr, mais Après dans combien le de temps? temps, après combien de temps Un an, comme j'ai 2 dit, il y a ans? des choses qu'on découvre forcément même les premiers jours. Parce que la nature, on ne peut pas la... Oui, mais il y a un comportement, un petit comportement, un geste, quelque chose de vraiment qui vous tape sur le système. Vous dites, mais ça alors, si j'avais vu ça avant, peut-être qu'on ne serait pas mariés. Non, en fait, c'est Non, des choses, non, non. c'est des choses qui ne m'ont pas permis de tirer ces conclusions, en fait, de dire... Non, pas forcément qu'on ne assez se grave, serait mais pas marié. Des Non, choses qui interpellent quand même. voilà. Mais c'est des petites choses. D'accord, ok. De toute façon, personne n'est parfait. Hein. Personne n'est parfait. On finit jamais d'apprendre. Il est Et dans on un finit esprit jamais de conciliation. Oh, bien sûr. C'est la marque du chrétien parfait, c'est un véritable disciple de Jésus-Christ. Donc, lui, Mais en fait, tout ça même- aussi, excuse-moi de te couper, Echel en a parlé. Tout ça dépend de la préparation. C'est vrai que lui, il a fait sa préparation lui-même directement parce qu'il est serviteur de Dieu. Mais il y a des enseignements qui sont donnés Oui, bien au sûr. couple Bien qui sûr. veulent entrer dans le mariage. Oui. Donc tout ça, en fait, fait partie des enseignements qu'on a des préparations. Sinon des préparatifs à la vie de Et Christ. ça, ça fait que quand vous y arrivez, Voilà, vous n'êtes c'est pas pas surpris. forcément nous. Oui, bien Les sûr, ça encadreurs, c'est intéressant. vous C'est êtes intéressant préparés parce à que, cela. parce que chez nous, par exemple, quand on n'a rien fait, c'est au moins 3 mois. 3 mois où on donne à la Vous femme. appelez ça l'école du mariage, c'est ça? Oui, l'école du mariage. Et c'est un suivi qu'on fait. On les prépare mentalement, spirituellement, même financièrement. On leur donne de savoir un peu Le rapport avec l'argent. Le rapport avec l'argent, qu'est-ce qu'il faut faire quand la femme aura des enfants, comment est-ce qu'il faut prendre maintenant son épouse. Et toutes ces choses-là, on prend la peine déjà dans ces cours-là de pouvoir leur apporter ces C'est connaissances. parfait. Justement, on va aborder quelque chose que tu as touché à l'instant, je crois dans la deuxième partie à présent. Mais je voudrais qu'on dise un mot rapidement sur un événement heureux qui arrive très vite dans pour les plus chanceux, hein, dans les 6 premiers mois, voire à la fin de la première année de mariage. Je parle bien sûr du premier bébé. Quand il arrive, qu'est-ce qui se passe à la maison? Est-ce que tout est en ordre? Est-ce que les rapports époux-épouse restent intacts? Rien n'est bouleversé? Qu'est-ce qui se passe, Thierry? Tu as combien d'enfants déjà? 3 enfants. D'accord. À la venue du premier, un garçon, c'est ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Déjà, forcément, ça nécessite des réaménagements. Sinon, ça induit de façon implicite des réaménagements dans la vie On de va tous les laisser jours. tes gros mots. On va dire aux téléspectateurs ce que ça fait quand le premier D'accord. bébé est arrivé. De manière Déjà- pratique. Déjà, quand le premier bébé arrive, on entend pas là. l'attention n'est plus à 100% accordée, par exemple, au mari. Moi, c'est l'enfant qui t'aide. J'étais plus. Ça change plein de choses. On te relègue tu n'as au plus certains second plan. privilèges. Voilà, tu n'es Bon, plus la priorité. là, c'est le bébé déjà. Quand il a faim, il pleure. Il n'a pas faim, il pleure. Il a soif, il pleure. Donc, toute l'attention est orientée sur le bébé. Bon, Et ça te rend toi, un tu es un peu laissé pour compte. Ça te rend un peu jaloux? Oh, C'est quand même ta femme, hein? oui, mais bon, quelquefois avec des pincettes, Tu comprends. mais bon, Tu on comprends. comprend vu qu'on a été préparé à cela. Et toi, en tant que père, c'est vrai que là, tu parles de madame qui prend toute son attention désormais, qui le porte à l'enfant et non plus à toi. Et toi, en tant que père, quand tu rentres, ton premier réflexe, je suppose que avant le mariage, avant que l'enfant n'arrive, quand tu rentres, c'est « Oh ma chérie, comment tu vas ?» C'est les bisous, c'est les petits cadeaux, les croissants et autres. Mais une fois que l'enfant arrive, et quand tu rentres, c'est plus avec les croissants, c'est avec le lait de l'enfant. Oui, c'est vrai, il y a le lait de l'enfant. Voilà, donc finalement, heureusement pour moi, tous mes enfants ont allaité. Il n'y a pas eu d'apport en lait. Tu as eu beaucoup de chance. Ouais, non, j'ai eu ça beaucoup de coûte chance. cher, le lait. mais mes 3 enfants ont allaité le sein maternel jusqu'à autour d'1 an, Ce sont des champions. par la grâce de Dieu. Mais en même temps, pour dire ce que la mère donne à l'enfant, c'est ce qu'elle consomme elle. Donc elle consomme pour les deux. Donc c'est vrai que tu vas peut-être... Il n'y a pas de lait, mais il faut beaucoup plus pour le marché, par Oui. exemple. Il faut varier le varier lait, tout ça, pour qu'elle soit en bonne forme. voilà, justement pour qu'elle ait de quoi nourrir l'enfant. Parce que c'est ce qu'elle donne à travers le lait qu'elle a consommé elle auparavant, qu'elle prend pour nourrir l'enfant. L'arrivée du premier bébé. Moi, il faut dire que dès qu'on est rentré dans le mariage, elle voulait tout de suite un bébé.
Un mois après, elle me dit, mais attends, l'enfant, je ne sens pas encore. Je lui ai dit, écoute, il viendra et il viendra au bon moment. Donc 2 mois après, elle est tombée enceinte. On était tellement en joie que quand l'enfant est venu, je n'avais même pas vraiment besoin qu'on m'encourage à aimer les deux. Celle qui a donné naissance à l'enfant, je l'aimais encore plus. Et cet enfant-là, au début, n'ayant jamais été père, je me suis dit que le jour où l'enfant naîtra, je ne pourrais pas le prendre entre mes mains. Bon, il est né 4,2 kg. Donc quand je l'ai vu, un gros garçon, je l'ai pris dans mes mains et j'ai fait toute la soirée avec lui. Vers la fin, elle m'a demandé, mais dépose-le un peu, regarde-moi. Mais j'étais tellement heureux. Et donc ça a fait que je l'admirais encore plus, je l'aimais encore plus. Et jusqu'aujourd'hui, je continue de l'aimer parce que c'est elle qui a porté effectivement mes enfants. J'en ai deux. Du premier et puis des suivants, tel que vous le décrivez, ça renforce pour vous, ça a été... ça a été fort. Ça renforce. Ça a été fort parce que vous, ayant été pasteur, j'ai rencontré tellement de couples qui, étant dans le besoin d'enfants, je vous assure, pour tous ceux qui me regardent actuellement, qui peut-être sont en train de chercher un enfant, je prie que la grâce du Seigneur vous localise afin que vous ayez un bébé. Parce que quand dans un couple, il n'y a pas encore d'enfants, c'est comme une équipe de football qui joue mais qui n'a jamais remporté de trophée. Et ça fait très mal. Même si vous avez tout l'or du monde, tout l'argent du monde, il y a des équipes de football qui sont vachement riches, mais par faute de trophée, ils vivent leur entraîneur. Pour dire que l'enfant est un trophée qui, quand il vient redonner le blason, vient donner de la valeur à ce couple-là, vient donner une certaine joie à ce couple. Et donc les enfants, vraiment, c'est important. Ils sont bénis, les téléspectateurs de Miracle TV+, ils reçoivent en direct une prière déclarée par Pasteur Echelle. Je suis sûr que cette prière va porter dans des entrailles, ça va produire forcément parce que notre Dieu, il est fidèle. Thierry, tu voulais ajouter quelque chose? En fait, je voudrais ajouter un volet important que quelquefois on peut peut-être négliger au passage, c'est le fait que c'est vrai, l'enfant est important, c'est bon d'avoir un enfant, mais on n'oublie pas que c'est la dame ou bien l'homme qu'on a épousé. L'enfant, quand il arrive, on ne doit pas oublier qu'on était 2 d'abord. Et si on n'avait pas été 2, le 3e ne viendra pas. Donc, la priorité doit être accordée au conjoint. Il insiste, hein, lui, il ne veut pas perdre sa place de gros bébé. Non, mais c'est vrai. Non, il ne faudrait pas l'oublier, c'est sérieux. Non, mais c'est vrai. C'est vrai, je viens en appoint pour dire que les enfants, à un moment, ils ne seront plus des enfants. Ils vont grandir, ils vont eux aussi aller se marier. Et puis, vous allez vous retrouver encore. Voilà. Donc, c'est vraiment important. D'accord. Et voici qui nous emmène à un autre point. En général, ça se voit en Afrique, hein, en Europe, je ne sais pas, mais quand un enfant arrive, surtout le premier, parce que les parents sont inexpérimentés en matière de prise en charge du bébé, l'épouse ne sait pas trop comment on lave l'enfant, comment on change les couches, quelquefois c'est des choses qui sont complexes. Oui. Alors c'est en ce moment-là que une autre catégorie de personnes rentre dans la vie. Ils étaient là au mariage à la mairie, ils vous ont accompagné, je parle bien sûr des beaux-parents. En général, c'est la belle-mère qui vient, parce qu'en Afrique, c'est à elle qui revient de laver, de prendre soin de l'enfant, le temps que sa fille apprenne. Et comment vous vivez ça, la présence des beaux-parents quand ils arrivent? Est-ce que leur mission est toujours très claire, ou est-ce qu'après, à un certain moment, c'est embêtant de vivre avec eux? Déjà, quand si c'est la maman, c'est la belle-mère du côté... Oui, je l'ai dit, c'est la mère de votre épouse. La mère de votre épouse, mais ça peut être aussi vous-même votre propre mère. Je suis d'accord. Voilà. Maintenant, quelle relation a-t-il eu entre la femme et puis sa mère, entre la mère du monsieur et ton épouse? Donc, la plupart du temps, quand la belle-mère vient, il y aura toujours quelque chose qui va arriver. Ou bien ça vient renforcer la relation, parce que la belle-mère, la mère de votre épouse est beaucoup complexe avec votre épouse. Et donc, elles vont beaucoup échanger, elle va lui donner des conseils. Ça, c'est pour une mère qui veut un bel avenir pour sa fille. En tout cas, voilà. Avec cette mission, avec cette idée, cette idée, la belle-mère arrive dans le foyer. Voilà, mais ça, c'est la normale. Et sur le long terme. Voilà, mais il y a des belles-mères, quand elles viennent, au lieu de se préoccuper de l'enfant, de prendre soin de sa fille, qui est votre épouse, elle va commencer à dire, mais pourquoi est-ce que ton mari ne vient pas tôt? Mais quand il vient, pourquoi est-ce qu'il ne vient pas chaque fois avec ceci? C'est là que les problèmes commencent à naître.
D'accord, donc la belle-mère qui était venue principalement pour aider le couple, un couple inexpérimenté, en vue de mieux prendre en charge le petit bébé, finalement, c'est une relation tripartite qui s'installe. Parce que voilà. La belle-mère, elle devient votre seconde épouse, elle prend parti pour tout, elle veut tel soupe le soir, elle veut tel montant pour aller au marché, pour la popote, tout ça. Ça devient compliqué à gérer, Thierry. Tu as vécu ça ou tu Non. Peut-être j'ai entendu parler de certaines expériences de personnes qui ont vécu ce genre d'expérience. Heureusement pour moi. Tu n'as jamais reçu ta belle-mère? Non, c'est plutôt ma mère qui est venue à chaque fois qu'il y a... malheureusement, pour mon épouse, elle est orpheline depuis très petite. Ça alors. Par exemple, en fait, les deux parents. D'accord, on va passer dessus, Thierry, je n'ai pas trop les... Donc, c'est ma mère qui est venue à chaque fois qu'il y a eu une naissance à la maison. Ça a été comment? Les rapports entre votre mère et votre épouse? Bon, je suis quelqu'un d'assez catégorique sur certains sujets. Donc, ma mère me connaissant, je sais que elle savait à qui elle avait affaire, elle savait aussi ce qu'elle ne devait pas faire en étant chez moi. Donc, heureusement, tout s'est bien passé. Elle n'a pas eu à gérer dans nos affaires de couple. Elle est venue, elle a fait ce qu'elle avait à faire, et puis elle est retournée au moment venu. Et ça a été comme ça, pour les trois garçons. Chaque fois qu'elle arrive, vous lui remettez une copie du règlement intérieur. C'est ce qu'elle a fait. Moi, et c'est une plate-bande qu'elle ne doit pas dépasser. Donc. À mon niveau, ma mère et mon épouse sont tellement complices. Ça dit qu'elle s'appelle à tout moment. Quand je viens le soir, j'ai appelé maman. Elle appelle plus moi mes parents qu'elle n'appelle ses parents. Donc du coup, quand ma mère arrive comme ça, bon, c'est 3 mois de convivialité, 3 mois de joie, 3 mois. Donc jamais rien eu de désagréable. D'accord. Et un autre aspect, pardon, justement des enfants, malheureusement, dans les fiançailles. On en a parlé, mais je reviens un petit peu dans les fiançailles. On l'avait dit, c'est un principe, il faut tout révéler à son futur époux ou à sa future épouse. Il arrive quand même que des secrets ne soient pas partagés. Je prends le cas de quelqu'un, de votre époux, de votre épouse qui vous revient un matin et qui vous dit désolé, mais je dois te dire quelque chose. Et là, tu te redresses. Tu tiques. En fait, je ne te l'ai pas dit, plutôt, mais... J'ai un enfant. J'ai eu un enfant avant que je se marie. Vous gérez ça comment? Je veux dire, un enfant hors mariage, je ne sais pas comment l'appeler, hors mariage, ou en tout cas, il est là et elle sent le besoin, ou vous sentez le besoin d'intégrer cet enfant au couple qui s'est formé légalement. Comment on vit ça? Déjà, l'annonce, comment on le vit? Bon, moi, j'ai cette expérience. Mon premier fils, je l'ai eu avant, sinon je l'ai eu avec une autre. Je l'ai eu avec une autre. Tu t'es mis au boulot rapidement. Bon, tu sais, on devient chrétien. Okay. D'accord. On n'est pas chrétien. Si. Voilà, donc après, je suis devenu, là même, je disais même que j'étais chrétien, mais je n'étais pas encore converti. Donc, j'ai eu un premier enfant. Sympathisant dans une église. Voilà, j'allais à l'église, mais je n'étais pas converti. Donc, j'ai eu un enfant. J'ai eu un enfant avec une autre, et celle avec qui je me suis marié, nous avons 2 enfants. Donc, c'est ce qui me donne les 3 enfants. Avec elle, je lui ai donné une information. Avant le mariage? Avant le mariage. Elle connaissait l'enfant. Là, c'est plus simple. Elle l'a déjà vu avant le mariage. Elle avait peut-être adopté même avant. Voilà, donc déjà, dans mon cas, ça n'a pas créé de problème. Échelle, une situation où l'un des conjoints déclare un enfant, après le mariage, il n'en avait pas parlé dans les fiançailles. Après le mariage, 6 mois, 1 an, et puis on a envie que son enfant soit sous le même toit. On dit mon chéri, en fait j'ai un enfant dehors. Tout de suite. Et 80%, dans 80% des cas, les gens sont choqués. Parce que moi, je prends mon propre exemple. Je n'ai pas connu de femme et je voulais forcément rencontrer quelqu'un qui n'a pas connu d'homme. Et donc j'ai prié pour ça et Dieu, par sa grâce, m'a permis de pouvoir rencontrer quelqu'un qui n'a pas connu d'homme. Bon, quelqu'un qui s'est dit, moi, je veux une femme qui n'a pas eu d'enfant. Spécial pour le pasteur. Voilà. Ça coupe pas les rues, non, pas du tout. je veux une femme qui n'a pas eu d'enfant
Et je suis sûr que dans les rapports, dans les premiers rapports, les premières communications, cet homme-là va être exigeant. Ma soeur, moi, je veux quelqu'un qui n'a pas d'enfant. Mais la soeur est amoureuse et puis elle a prié depuis des années, pour pouvoir rencontrer quelqu'un. Et elle vient rencontrer son prince charmant. Et ce type-là lui dit, je ne veux pas de femme qui a un enfant. Dans sa grande peur, elle cache tout. Après, elle se rend compte que le monsieur est en train de se rendre compte parce qu'elle a des appels qu'elle doit cacher, elle a des sorties qu'elle doit cacher, le monsieur questionne. Même et des dépenses qu'elle doit cacher. Voilà, des dépenses qu'elle doit cacher, le monsieur... Des cadeaux de Noël qui vont, c'est pour mon neveu, c'est pour ma nièce, en réalité c'est pour bien sûr. Le vrai fils. Donc du coup, elle est amenée, conditionnée d'ailleurs à pouvoir lui révéler la vérité. Mais cet homme, est-ce que c'est une excuse? Est-ce que c'est une excuse le fait d'entendre ça et puis parce qu'on a peur de perdre son c'est pas du tout. Il faut quand même l'affronter parce que c'est pas du tout une excuse parce que quand vous dites que vous aimez quelqu'un, dites-lui la vérité afin de ne pas avoir à le choquer après. Donc vous lui dites ouvertement, moi voici un peu les réalités. C'est vrai que tu veux quelqu'un qui n'a pas d'enfant. Moi j'ai déjà un enfant et donc il va et prie ton Dieu et il faut essayer de voir si c'est possible qu'on continue ensemble. Sinon, alors on s'arrêtera là. C'est vrai que je t'aime profondément, je ne t'aime pas pour ce que tu as, mais je t'aime pour celui que tu es. Et si tu pries que tu te rends compte que je ne suis pas la bonne personne, alors on pourra s'arrêter là. Mais la plupart du temps, quand un homme n'aime pas par intérêt, il aime réellement, il y a certaines conditions qu'il peut revoir facilement. Donc c'est mieux d'amener l'homme à revoir ses conditions avant que vous entrez dans le mariage. Maintenant, vous êtes rentré dans le mariage et votre épouse, elle vous dit, voilà, moi j'avais un enfant avant de te rencontrer. En tant qu'homme, je sais que ça va me choquer, mais pour l'amour que je porte à cette femme et pour ce que nous faisons des erreurs en tant qu'hommes, tous les hommes font des erreurs, nous tous là, on a tous des défauts, alors je verrai comment prier pour pouvoir lui pardonner, mais ce qui serait important et intéressant d'ailleurs, c'est de pouvoir lui pardonner afin de pouvoir continuer. D'accord, le principe, on est d'accord, le principe, c'est d'affronter la situation, c'est de l'évoquer, en toute franchise, dire donc à son conjoint ou à sa conjointe qu'on a des antécédents, voilà. Des enfants à gauche et tout ça, et quelle que soit la réaction en face, on assume. Soit avec le temps, il fait preuve de bonne foi, de bonne attitude comme Pasteur Michel, il vous pardonne, il accepte. En ce moment-là, le choix qu'il fait, c'est un choix en connaissance de cause. Oui. Parce que le mariage, c'est pour la vie. Ouais. Ou alors, il vous dit franchement, moi, j'ai des principes, je ne veux pas déroger à la règle, je ne veux pas une femme qui a déjà des enfants. Ça arrive, mais bon, c'est son choix. Oui, bien sûr. Et en ce moment-là, il passe à autre chose. Voilà. D'accord. Et toi, Thierry, comment tu dirais ça? Moi, je me dis, on ne peut pas dire, par exemple, qu'on aime quelqu'un et ne pas aimer. Surtout que les enfants, c'est quand même le fruit du mariage. Et ne pas aimer ce qui découle de cette personne. L'enfant est le prolongement, sinon est une partie de celui qu'on dit aimer. Tu dis ça parce que tu as fait subir une situation à la dame. C'est vrai, parce que tu es vraiment... vrai parce que Non, pas forcément. Parce que avant celle que j'ai épousée, j'avais rencontré une autre, mais j'ai vu l'attitude de cette dernière au regard des enfants. Je me suis dit, j'ai même pas besoin de donner l'information que j'ai un enfant déjà. J'ai dit non, celle-là, elle ne me convient pas parce que déjà, elle a une telle attitude avec un enfant qui n'est pas le sien, mais comment est-ce qu'elle va se comporter avec un enfant qui est le mien, mais qui n'est pas le sien, par exemple, après. Donc je me dis, on ne peut pas dire aimer quelqu'un et ne pas aimer une partie de cette personne. D'accord. On a des antécédents. Son histoire ou bien l'histoire de sa vie fait partie de sa vie. Donc l'enfant fait partie de ma vie. Donc quand on aime, on prend avec tout ça. Sans pour autant te contredire, il faut dire que quelqu'un peut vivre dans une atmosphère, dans une famille où il a connu certaines réalités. Voilà, tel enfant n'est pas de la dame et l'enfant a tellement été maltraité. Même lui-même, il peut avoir vécu cela. Donc il sort de cette enfance-là martyrisée. Et donc il se dit, moi quand je serai grand, moi, je ne prendrai pas de femme qui a enfant. Donc là, c'est dans son esprit. Pourquoi? Par rapport à ce qu'il a vécu dans son enfance. Et donc, ne disons pas rapidement que non, quand tu aimes aussi. Parce que quelqu'un peut être déjà canalisé dans son esprit. Il se dit, moi, quand je grandirai,
ce que j'ai vécu dans ce foyer-là, moi, je ne pourrais pas supporter cela. C'est exact. Quelqu'un qui a vécu, par exemple, dans une famille monoparentale, il a vécu avec la femme de son père, qui n'est pas sa mère, il a été maltraité, c'est des gens dans une famille là qui ne mangent pas à leur faim, c'est des couches-tard, et c'est eux qui se tapent toute la corvée, tout le boulot. Ce qui est tâches domestiques. Pendant ce temps, à côté, il y a l'enfant, en guillemets, l'enfant légitime, l'enfant de son père, mais qui est en même temps l'enfant de la baratte aussi. L'enfant, il est choyé, il a les cadeaux, il est bien habillé. Quand on voit ça, on n'a pas envie que ces enfants subissent la même chose. Du coup, on se met des interdits. On dit, moi, je veux un enfant, mais qui naît dans le foyer, je ne veux pas d'enfant avant ni après. Ça se comprend, non? Il y a ce qu'on veut, et puis il y a ce qui arrive. Dieu veut. Par exemple, mon épouse, depuis tout jeune, j'avais décidé de ne pas épouser quelqu'un qui est de la même région que moi. Mais au finish, j'ai épousé... Ça répondait à quoi, ça? Oh, justement, avec tout ce que j'ai vécu, avec tout ce que j'ai vécu les préjugés. Les préjugés, mais au finish, on se rend compte que bon, ça ne tient pas. C'est vrai qu'on peut être marqué d'une façon ou d'une autre par rapport à ce que, à l'environnement dans lequel on a été éduqué, on a grandi, mais ça ne détermine pas, en fait, notre avenir forcément. C'est vrai que ça joue là-dessus, mais je peux dire, les choses, sinon, les réalités après peuvent donner de se retrouver dans les conditions peut-être qu'on ne voulait pas, mais peut-être qu'ils sont bons pour nous aujourd'hui. Oui, et ça a été mon cas. Comme je disais que je voulais forcément marier une femme européenne, quelqu'un diable, mais le Seigneur m'a conditionné. Et ce que tu dis est vrai. La plupart des situations que moi j'ai eu à gérer, le monsieur avait un enfant, 2 enfants, la femme avait un enfant, 2 enfants, mais pour finir, ils se sont entendus, voilà, tes enfants sont mes enfants, parce que comme il le disait, quand tu aimes, tu acceptes facilement ce qui découle de la personne. C'est cela. Et la situation, d'accord. Et la situation, elle peut être interprétée, je veux dire, considérée d'une autre façon. À l'inverse, plutôt que d'être méfiant devant la situation qu'on a vécue quand on était enfant, on peut se dire, c'est peut-être une façon de restituer, de donner un peu d'amour à tous ces enfants qui sont nés de parents séparés, justement, qui ont été baptisés, qui ont été en difficulté. Moi, quand je prends une femme qui a déjà 2-3 enfants, je leur donne beaucoup plus d'amour pour que, en fait, une façon de revivre mon enfance à travers eux. On pourrait prendre ça comme ça aussi. Ça peut être orienté de cette façon. D'accord. Parlons à présent d'un aspect un peu plus intime. On en avait discuté lors d'une numéro précédent, donc l'émission précédente. Je reviens là-dessus parce que c'est important. Le principe, c'est que on ne connaisse ni sa femme, ni son homme avant le mariage. Je veux dire, à la mairie et à l'église. Alors, ça suppose que le mystère, de ce côté-là, il est entier jusqu'à la nuit de noces. Alors, vous pouvez, je vois que vous souriez tous les deux, je ne sais pas, mais c'est sérieux. Alors, quand vous découvrez donc votre épouse, vous la découvrez pour la première fois, elle vous découvre aussi pour la première fois, est-ce que tout de suite les choses se passent bien, ou est-ce qu'à ce niveau-là, il y a encore des choses à craindre? Parce qu'il y a une espèce de compatibilité à créer. Et là vous n'avez pas à lui tirer, par exemple, qui avait déjà un garçon, il était entraîné, c'était un joueur rompu à la tâche, et c'est à l'opposé, vous étiez tu étais complètement novice, tu es arrivé dans la chose, c'était ton premier match, et par le passé, tu n'avais même pas joué un match amical. Alors, quand ça se passe comme ça, pardon, comment vous vivez ça? Est-ce qu'on est apeuré? Est-ce qu'on a des appréhensions? Est-ce que ça va aller? Est-ce que ça ne va pas aller? Toi, tu l'as vécu comment? Bon, il faut dire que... Les premiers jours. Il faut dire que le tout premier jour, stressé. On a fini, je n'étais pas stressé, j'étais tellement amoureux, mais je n'avais jamais connu jouer de match auparavant. Donc, je l'ai contemplé jusqu'à ce que je dorme. C'est pas vrai. Tu as dormi. Le deuxième jour... Il s'est réveillé. Voilà, il me réveille. Tu as dû l'inquiéter, Michel, parce que le lendemain, il dit, mais qu'est-ce qui ne va pas avec le gars? Enfin, on arrive, il doit... C'est le deuxième jour. Okay. Voilà, je vais chercher à savoir un peu cette histoire-là, ça se passe comment. Elle aussi, on s'est beaucoup questionné. Hein. Je lui ai posé la question, elle aussi m'a posé la question. Et puis, tout doucement, un peu comme en football, on s'entraîne tout doucement. Et puis voilà, avec le temps, mais même comme Thierry le disait, même quelqu'un qui est habitué à jouer,
quand tu changes d'équipe, la nouvelle équipe dans laquelle tu es pour t'adapter, c'est vraiment compliqué. Donc c'est une affaire. Mais c'est encore plus compliqué quand tu n'as jamais joué. Oh oui, bien sûr. Là, les tibias s'entremêlent. C'est compliqué. Mais en même temps, ok, il ne faudrait pas oublier. Oui. Un enfant, quand il commence à manger, est-ce qu'on lui montre la direction de sa bouche? Pas du tout. Ça, c'est. Hey, on ne lui montre pas la direction de sa bouche. Il oriente la cuillère automatiquement vers la bouche. Il ne met pas dans ses oreilles. D'accord. Donc, c'est inné. Dieu a tout préparé. Ça se passe bien donc les premiers jours. Je souhaite que ce soit la même chose pour ceux qui nous regardent. Et pour vous, ça a été le cas. Au niveau des habitudes, parce qu'on a appris aussi, toi tu es notre, comment on dit, cabri aujourd'hui. Tu es notre cobaye. Tu es notre cobaye aujourd'hui. Alors tu avais tes habitudes sexuelles, la fréquence, l'endurance, les positions et tout ça. Et puis tu arrives, la dame, elle ne sait rien du tout. Comment vous mettez tout ça ensemble? Comment vous harmonisez? Déjà, comme je l'ai dit tantôt, ça se fait comme ça naturellement? C'est toi l'expert qui conduit les choses? Bon, oui. Bon, moi j'avais déjà une certaine expérience. Heureusement aussi, moi mon épouse n'avait pas connu d'homme avant moi. C'était une grâce. Et pour elle, le fait de connaître toi qui es un ancien joueur, elle n'a pas eu de chance. C'était aussi une grâce pour elle de pouvoir... Ils sont comme ça, les hommes. Quand c'est lui, il dit oui, c'est une grâce, le Seigneur m'a béni. Non, mais c'est une grâce pour moi. Elle aurait voulu avoir quelqu'un de... Oui, mais bon, en même temps, quelquefois, on a besoin de quelqu'un qui a une certaine expérience à côté pour qu'on puisse aller un peu plus vite. Donc, ça s'est passé comme ça. Nous sommes allés très vite. Parce que... mais en tout cas, ça s'est bien passé. Ça s'est bien passé. Elle avait des appréhensions, bien sûr. Quelqu'un qui n'a jamais joué de match, qui ne connaissait pas ça, qui faisait tout le monde pour fuir les hommes. C'est sûr qu'on a des appréhensions, mais par la radio, tout s'est bien passé. Ça se normalise après. Et après, l'habitude naît. D'accord. L'appétit naît. La petite aussi vient en mangeant. L'appétit aussi vient aussi en mangeant. Au début, pour toi, ça a été comment? Non, il faut dire au niveau de... Bon, là, c'est plus simple parce que vous apprenez tous les deux ensemble. Oui, bien sûr. L'un guide la main de l'autre, oui. l'un parle à l'autre. Et puis, oui. voilà. Et donc, vous prenez des habitudes en même temps. C'est comme ça. On prend les habitudes, on s'entraîne ensemble. Mais même ceux qui, dans la vie, qui sont... Vous demandez conseil aussi? Vous avez demandé conseil? Bon, on ne demande pas conseil en tant que tel. C'est étonnant quand même parce qu'il y a des gens qui... Vous avez fait 3 mois d'école de mariage. On ne vous a rien dit sur cet aspect-là. C'est un aspect, c'est vrai qu'on en parle, mais on ne pourra pas en aller en profondeur. On ne pourra jamais vous donner de savoir tout ce qu'il y a en ce qui concerne les rapports sexuels, tout ce qu'il y a lieu de faire. C'est vous-même, au fur et à mesure. Encore une fois, vous apprenez à c'est un peu comme quand vous vous mariez, ton épouse va apprendre à te connaître. Elle maîtrise déjà certaines sauces. Voilà, c'est un repas, elle maîtrise déjà. Mais au fur et à mesure, elle va se rendre compte qu'il y a des repas, quand elle fait, vous aimez véritablement ces repas-là. Et donc, elle va commencer à mieux les améliorer. Et donc, c'est un peu comme ça aussi au niveau des rapports sexuels. Il y a certaines choses que vous faites ensemble tout doucement et vous vous rendez compte que vous appréciez. Et c'est un peu comme ça que vous pourrez apprendre à vous améliorer. D'accord. Au niveau de l'expression de l'amour, on a fini avec ce volet-là. Au niveau de l'expression de l'amour, vous êtes mariés peut-être depuis 1 an, 2 ans. Est-ce qu'on garde les mêmes habitudes que quand on courtisait la jeune dame? Est-ce que les hommes restent aussi amoureux qu'au départ? Est-ce que madame reçoit toujours, venue fréquemment, des cadeaux? Est-ce qu'il y a des petites surprises et tout ça? Vous gardez ces habitudes-là? Ou est-ce que vous pensez que les hommes, en général, gardent les bonnes habitudes? Les hommes, il faut dire, un plus grand pourcentage. Un plus grand pourcentage des hommes perdent ces habitudes-là. Ils perdent ces habitudes. Pourquoi? Qu'est-ce qui explique ça? Ils sont vraiment amoureux. Dès le début, ils sont véritablement amoureux. Tout ce qu'il faut pour pouvoir courtiser la jeune dame, ils le font. Mais avec le temps, ils sont un peu plus préoccupés par comment payer le loyer, comment payer, scolariser les enfants, comment faire ceci, comment faire cela. Tout pour joindre les deux bouts, ils sont en train de réfléchir à ça. Est-ce que c'est une raison pour délaisser son épouse? C'est quand même dans la maison, c'est pas un meuble. Comme je suis en train de le dire, entre-temps, la femme a besoin du plus grand soin. À vous voir comme celui qui l'a aimé depuis les premiers jours. C'est pourquoi je donne déjà quelques secrets aux hommes.
parlez avec douceur à vos épouses. Ayez des paroles valorisantes. Quand vous rentrez du travail, ne soyez pas là à dire non, j'ai été fatigué. Donnez-lui quand même de savoir que vous l'aimez, comment s'est passée ta journée. Et après cela, en rentrant, je ne dis pas tous les jours, mais quelques rares fois, amenez quelques cadeaux à votre épouse. Mais tous les jours, Voilà. Tous les jours. On devrait le faire tous les jours, Thierry. Et comme il le dit, moi, mon père spirituel m'a appris, les femmes, elles sont relationnelles. Comme il le dit tout à l'heure, elles ont besoin d'entendre leur mari. Donc, à chaque fois qu'ils rentrent, même pas quand ils rentrent forcément, quand ils doivent sortir, quand elle s'habille, ah oui, chérie, bon par exemple, moi j'appelle mon épouse ma précieuse, tu es bien habillée, tu es bien coiffée, ça, quand c'est comme ça, elle est dans ton argent, hein. Mais c'est franchement, et justement à ce niveau, il est bien parce que c'est son argent, mais en plus il rajoute des compliments. Oui, mais justement, il m'a aussi appris que elle doit dépenser, comme dans ces termes, elle doit bouffer notre argent. Moi, je veux connaître le nom de ton père spirituel. Si elle ne bouffe pas ton argent, comment il s'appelle ton père spirituel? Dis son nom, que les téléspectateurs l'entendent. Il s'appelle, et je crois que c'est un homme de Dieu qui est très connu. Il est où? Qui est bien, c'est un docteur. Il est où, Thierry? Il s'appelle le bishop Ouattara Mohamed Idriss. Et il est où? C'est le fondateur de l'église Ambassade des Miracles. En Côte d'Ivoire ou... En Côte d'Ivoire. D'accord, ok. Alors, on va, moi je vous conseille, hein, non, mais justement, cherchez... le 14 et le 15, il a donné justement des cours aux mariés de l'église. Voilà, il a dit Bishop Ouattara Mohamed Idriss, président, fondateur de l'église Ambassade des Miracles. D'accord, c'est en Côte d'Ivoire. Vous cherchez sur Facebook, cherchez sur YouTube, vous allez certainement trouver ce grand homme. Échelle, avec toi, comment tu peux résumer ça? C'est un peu comme un feu, le feu qu'on fait avec du bois. Chaque fois que le feu, vous n'entretenez pas le feu, comme la Bible dit dans Lévitique 5, verset 6, si vous n'entretenez pas le feu s'éteint. Et donc, il faut chaque fois pouvoir mettre du bois dans le feu, l'entretenir, surtout avec de belles paroles, avec des compliments, bien sûr. Dites à votre épouse qu'elle est bien habillée. Ayez une bonne communication. Et quand je parle de communication, à ce niveau-là, je donne un conseil rapide aux femmes. Vous voulez communiquer avec votre époux par rapport à un sujet, à un problème quelconque. Attendez le bon moment. Ayez de la patience, parce que l'époux peut être fatigué. Vous voulez bien lui parler, mais il n'est pas disposé à vous répondre. Donc, donnez-lui d'abord de se rafraîchir, attendez le bon moment et puis vous communiquez avec lui. Mais les hommes, ne prenez jamais toute une journée à travailler sans appeler votre épouse. À midi, entre midi et 14h, vous prenez votre téléphone, vous l'appelez. Alors, il y a des gens qui appellent leurs épouses par leur nom. Je vous en prie, cherchez un petit nom et donnez ça à votre épouse. Si je vous donne rapidement 30 secondes à vous deux pour le mot de la fin, je commence par toi, Thierry. Je voudrais simplement dire à vous qui suivez cette émission, c'est bon, on parle, entrer dans le couple, entrer dans le mariage, c'est intéressant, mais il ne faudrait pas oublier, sinon mettre de côté que cela a des exigences. Il y a des facteurs dont on doit tenir compte pour qu'il y ait une certaine harmonie dans le couple. Et même aller au-delà, il faut ajouter le facteur Jésus en plus. Au-delà des attitudes, des habitudes, des bonnes habitudes, il faut ajouter la prière, il faut ajouter le Seigneur Jésus à notre couple. Au-delà de tout ça, il y a l'amour. Il faut faire tout par amour et pour l'amour. D'accord. On retient ça, l'amour, et puis celui qui est la source de l'amour, donc Dieu. Et puis avec toi, ça sera quoi comme le mot de la fin? Voilà, mon mot de fin, c'est de 30 dire secondes aussi, à tout et chacun que le mariage est bon. Et le mariage est d'ailleurs très bon. Ayez seulement des petits secrets. La bonne communication, entretenez la flamme que vous avez eue depuis le premier jour entre vous, et cela vous permettra de pouvoir vivre un mariage heureux. Et moi, je voudrais ajouter simplement que le mariage est une institution divine. C'est de loin la plus belle chose, la plus belle œuvre que l'on puisse construire à deux. Simplement, pour réussir donc cette œuvre, cette aventure fantastique, il faut se référer à l'amour et au Père de l'amour, notre Seigneur Jésus-Christ. Mesdames, Messieurs, ça a été un plaisir d'être en votre compagnie ce soir. Merci de nous avoir suivis et excellente soirée sur MTV+, la télé qui transforme. Soyez bénis, chevaux. Thank you.